Micro d'Eva Soto. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour Eva Soto. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous tenez également ce blog de géostratégie Tenzer Strategic et votre dernier livre, Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, est paru aux éditions de l'Observatoire. Israël négocie actuellement pour la libération des otages. Ilana Ferradian vient de le dire, il y en a encore plus de 60 dans la bande de Gaza. Négocier avec le Hamas n'est pas une joie, mais une nécessité. Pourquoi ne pourrait-on pas faire la même chose avec Vladimir Poutine? Parce que tout simplement la question n'est pas exactement la même. C'est-à-dire que là il s'agit de négocier la libération d'otages. Il ne s'agit pas de mettre un terme à une guerre entre le Hamas et Israël. Je veux dire, on n'est pas dans cet autre jeu. Et puis on sait que de toute manière, je dirais le Hamas est un mouvement qui devra être vaincu d'une manière ou d'une autre. Voilà, si on veut la paix, même si on veut, quelles que soient les options, une solution à deux États, ou on garde un État avec deux communautés qui vivent ensemble. Mais la question du Hamas, avec Vladimir Poutine, on n'est pas sur une négociation de libération d'otages, même s'il y a des libérations de prisonniers politiques qui sont nécessaires. On a plus de 30 000 enfants ukrainiens déportés. Ce qui est un crime de génocide en Russie. Mais on a surtout une guerre d'extermination qui est menée de manière constante par Poutine et que Poutine ne cessera que s'il est vaincu. Je veux dire... Déporté, guerre d'extermination, vous avez conscience de ce que ça enclenche? Je le dis, attendez, je le dis parce que je suis quand même fils d'une déportée résistante qui a été déportée à Ravensbrück et que je sais aussi ce que ça signifie. Et là, on est dans un régime qui a commis véritablement quelque chose qui s'apparente, je le dis très clairement, qui s'apparente à la Shoah, qui continue à le faire. Parce que tout simplement, quand vous regardez les milliers d'enfants qui ont été volontairement, délibérément assassinés parce que ukrainiens, ou des femmes et des hommes, bien sûr aussi, assassinés parce que ukrainiens, avec des crimes volontaires, des gens qui étaient fusillés à bout portant, des enfants sous les yeux de leurs parents, ça me rappelle, d'une certaine manière, les scènes que l'on a vues effectivement le 7 octobre. Le 7 octobre. C'est-à-dire que le pogrom commis par le mouvement terroriste Hamas, je dirais, et ce que font les Russes de manière quotidienne. Parce que dans les territoires qu'occupent les Russes aujourd'hui, je veux dire, les viols de masse, les déportations d'enfants, les exécutions sommaires, les chambres de torture qui sont systématiquement, je dirais, mises en place dans toutes les zones occupées. Qu'est-ce que c'est sinon la prolongation d'une idéologie de destruction? Et d'ailleurs, je rappelle toujours que vous avez quelqu'un qui s'appelle Ivan Ilyin, qui était un nazi russe, qui est mort dans les années 50. Et un des premiers gestes de Poutine quand il est arrivé au pouvoir, ça a été de rapatrier ses cendres. Vous avez un antisémitisme permanent, contre lequel d'ailleurs le grand rabbin exilé de Moscou mettait en garde, qui se développe en Russie. Voilà, il ne faut jamais oublier ces éléments-là. Donc vous avez une sorte, ce que j'ai appelé dans mon livre, le fil de l'histoire entre la Shoah et ce que Poutine est en train d'accomplir. Est-ce que ça veut dire que quand Donald Trump dit par exemple que Zelensky est un dictateur ou que c'est lui qui a provoqué la guerre, quand Donald Trump dit ça, est-ce que d'après vous, ça veut dire qu'il a une tolérance pour les faits que vous venez d'exprimer, ou alors Donald Trump est juste pragmatique? Non, je pense que Donald Trump, de toute manière, partage l'idéologie de Vladimir Poutine. Laquelle? Une idéologie de destruction et d'indifférence au droit pour le moins. Alors, Donald Trump n'a pas commis de crimes, bien sûr, soyons parfaitement clairs, de la même nature que ceux que Poutine a commis, mais une indifférence au droit, un mélange total, alors un mépris pour la vérité qui est parfaitement connu chez Donald Trump, mais également une absence, je dirais, d'empathie pour l'ensemble des petits et des moyens États, une indifférence au sort des peuples, une indifférence devant le crime. La victime et l'agresseur sont confondus chez lui. Il n'y a plus de coupables et d'innocents. C'est ça la réalité du monde, si vous voulez, sans droit de Donald Trump, indépendamment du fait que vous avez aussi quand même beaucoup de gens chez lui aussi, par ailleurs, on peut quand même le mentionner, qui cautionnent des crimes, vous avez quand même beaucoup d'antisémites du côté de Donald Trump, il ne faut pas oublier non plus. Nicolas Tenzer, on va revenir à cette conférence de presse conjointe hier soir qui a eu lieu à Washington entre Emmanuel Macron et le président Trump. En fait, il y en a eu deux. Il y en a eu une première
informel dans le bureau ovale. Ensuite, les deux hommes ont déjeuné ensemble. Et ensuite, il y en a eu une autre. Entre les deux, on se demande ce qui s'est passé. La première, les deux hommes semblent plutôt en désaccord, même s'ils se font des sourires, etc. Et dans la deuxième, ils s'efforcent de dire qu'ils sont d'accord. Qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après ? Alors, tout d'abord qu'ils ont coordonné probablement, ou en tout cas leurs conseillers ont coordonné, je dirais, les éléments de langage, comme on dit en langage diplomatique. Aucun des deux n'avait intérêt à se montrer publiquement hostile à l'autre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils se considèrent comme amis. Que c'est vrai que Emmanuel Macron a depuis toujours cajolé Donald Trump, il a bien reçu. Donc il joue en fait cette espèce de d'échange amical entre les deux, ce qu'on appelle parfois la calinothérapie. Ça c'est la forme, mais sur le fond, mais sur le fond, ils sont totalement en opposition. Je veux dire, la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez quand même un Donald Trump qui dit, ben non, ce que je veux absolument, c'est la paix, parce qu'il veut associer son nom à la paix ou la soi-disant paix. Soyons parfaitement clairs. Hein. C'est comme si demain vous allez dire, ah ben voilà, on fait la paix avec le Hamas, ça y est, tout est oublié, ça y est, c'est terminé, etc. Voilà, bon, tout le monde oublie. D'ailleurs, les Palestiniens peuvent aussi oublier certaines choses que Israël aurait pu faire. Hein. Mais voilà, on oublie tout, on passe à autre chose. Ou bien on a effectivement, admettons, on est en 44 et puis on fait la paix avec Hitler. Puis bon, après, ce qui s'est passé, après tous les massacres, bon, allez, on oublie tout ça et on passe à la paix. Je veux dire, c'est ça ce que veut Donald Trump. Hein. Je veux dire, la réalité des choses, c'est ce type de mécanisme d'oubli massif du crime, de l'agression, voilà, et de la destruction totale d'un pays. Alors qu'Emmanuel Macron, c'est pas ça. Emmanuel Macron, il a rappelé les crimes. Il a dit que si quelqu'un devait payer, c'était pas l'Ukraine qui devait payer aux États-Unis la compensation des armes fournies par les États-Unis, mais c'était quand même la Russie qui devait le faire. Enfin, il a rappelé un certain nombre de choses. Justement, on va écouter Emmanuel Macron, un extrait de la conférence de presse d'hier soir. Je vous demande d'écouter Nicolas Tenzer et ensuite vous allez réagir. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne, permettre à l'Ukraine de négocier avec les parties prenantes toutes les questions qui la touchent et pour laquelle elle est seule légitime à négocier. Et c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Et pour nous, Européens, c'est une question existentielle. Une question existentielle, Nicolas Tenzer, dit Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que l'Ukraine, c'est une question existentielle pour l'Europe ? C'est ce qu'on entend dans le discours globalement en France. En quoi ce serait une question existentielle ? Alors je pense qu'il y a deux raisons pour cela. D'abord, c'est une question de crédibilité de l'Europe. L'Europe, avec des gens comme Emmanuel Macron, comme Ursula von der Leyen, un certain nombre de dirigeants européens, se définit de plus en plus comme puissance. Et si elle entend peser dans les relations internationales, dans le monde, elle doit se définir comme une puissance par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport, bien sûr, je dirais, à la Russie. Si elle n'est pas capable d'assurer le respect du droit et de la souveraineté de l'Ukraine, si elle n'est pas capable L'Ukraine fait pas vraiment formellement partie de l'Union européenne. Non, mais de l'Europe, oui. Et de l'Europe, oui. C'est un peuple européen. C'est un peuple européen. C'est un peuple qui a toujours été européen, ce que la Russie n'a jamais été. C'est un peuple, je dirais, qui en plus a fait la révolution de Maïdan, avant la révolution orange, et qui a combattu pour la révolution de Maïdan pour être justement rattaché à l'Union européenne. Et au nom des valeurs européennes. C'est un pays qui se définit comme les valeurs de liberté. Donc ça, c'est le premier point. Donc, quand même, parce que c'est important, la légitimité, les valeurs, les principes. Et deuxièmement, c'est que si l'Ukraine tombe aux mains des Russes, ça voudra dire qu'il n'y a plus de crédibilité dans notre dissuasion. Dissuasion, je ne parle pas nucléaire, mais dissuasion conventionnelle. Ça veut dire qu'après la Pologne, la Roumanie tombe. Et que, alors je ne suis pas en train de dire qu'on va voir demain ou dans 3 mois des chars russes qui vont être défilés sur les Champs-Élysées, mais tout simplement vous allez avoir des attaques continues de la Russie à notre encontre parce que vous n'aurez plus aucun garde-fou. Vous avez déjà eu des attaques terroristes quand même qui ont été commises, il ne faut jamais l'oublier, par la Russie sur le sol européen. Des assassinats ciblés de personnes, des incendies volontaires, des projets d'attentats.
Aussi des opérations de déstabilisation, toutes les opérations de des étoiles déstabilisation. jaunes. On se rappelle effectivement Mémorial de la Shoah, des étoiles bleues, mains, etc. les mains, etc. Voilà, et puis des étoiles au pochoir sur certains murs, etc. Donc vous avez tout cela, mais tout ceci, encore une fois, peut augmenter. C'est ce que disent tous les services de renseignement européens. Donc, quand Emmanuel Macron dit on a obtenu des avancées hier, ça va aller. De quelle avancée il parle? Écoutez, là honnêtement, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, il faut aussi, je veux dire, il y a aussi le langage qu'on doit tenir sur le plan diplomatique. Ça sert à quelque chose ce qu'il fait, Emmanuel Macron? Je pense que d'abord, premièrement, personne ne pourra lui reprocher d'avoir essayé et d'essayer. Et je pense qu'il fait bien d'essayer. Je serai à sa place, je ferai exactement la même chose. J'essaierai de convaincre. Et j'essaierai de voir comment on peut trouver des bons arguments pour que Trump, qui veut se présenter comme celui qui aura rétabli la paix, et là aussi, il faut parler de paix et pas d'accord de cesser le feu, mais la paix est durable et elle ne sera pas durable, à mon avis, si la Russie n'est pas un jour ou un autre vaincue et expulsée du territoire qu'elle occupe illégitimement en Ukraine, comme d'ailleurs en Géorgie et dans d'autres pays. Donc, je pense que ça, il faut effectivement aller dans cette direction. Et donc, il faut dire à un certain moment, oui, on a progressé, plutôt que, quand on fait une déclaration officielle, dire on ne peut rien obtenir. Et puis, encore une fois, parce que les discussions... Oui, mais parce que les discussions aussi entre... Je ne parle pas des discussions avec les Russes, il n'est pas question de discuter de notre côté avec les Russes, mais tout simplement parce que même les discussions entre la France et les États-Unis ne sont pas terminées. Donc on ne va pas dire, voilà, c'est terminé, tant pis, on peut obtenir absolument rien. Au contraire, il faut maintenir la pression. Et derrière, vous allez avoir des diplomates qui vont travailler, vous avez des échanges. Voilà, c'est quelque chose qui a été entamé. Maintenant, encore une fois, ne soyons pas non plus naïfs, n'ayons pas d'illusions. Poutine, qui est un ancien agent du KGB, sait très bien comment prendre Trump. Il y a cet élément d'affinité idéologique, il y a ces éléments anciens de liens financiers entre Trump et un certain nombre de personnes en Russie. Donc faisons très attention de ne pas être naïfs sur les résultats. Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'être venu ce matin avec nous sur Radio J, professeur à Sciences Po. Votre blog de géostratégie, Tenzer Strategic, et votre livre Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, paru aux éditions de l'Observatoire, votre dernier ouvrage. Merci beaucoup. Merci Eva Soto. Merci Nicolas Tenzer, merci Eva Soto. On vous retrouve Eva tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J. À tout à l'heure.